Né en 1955 à Paris, Nicolas Sarkozy a pour mère André Mallat, la fille d'un médecin juif originaire de Salonique, en Grèce. Ce père, qui est parti quand Nicolas avait 3 ans, c'est Pâle. Il vient d'une famille d'aristocrates hongrois. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand l'armée rouge arrive aux portes de la Hongrie hitlérienne, la famille de Pâle s'enfuit en Autriche. En 1948, il parvient finalement en France, où il rencontre André. Étudiant en droit, Nicolas Sarkozy trouve des petits boulots, un épisode que ses amis politiques adorent mettre en avant. Tous les mômes de Neuilly vont pas bosser chez le fleuriste le week-end ou chez le glacier pour se payer leurs études. Aujourd'hui, ce mythe de Nicolas travaillant pour payer ses études fait un peu sourire sa maman. Il vivait dans un hôtel particulier dans le 17e avec un grand-père chirurgien et une mère avocat. C'était tout de même pas l'horreur. Dans le cours le plus chic de Paris, c'était pas vraiment le drame, hein. Faut pas exagérer. L'été, Nicolas passe ses vacances en Gironde. Goût pour la séduction, besoin de revanche, il commence à se passionner pour la politique. En 75, il fait sa première télé et manifestement, il rêve déjà d'établir avec les Français un contact très direct. Oui, ce que tu dis est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, la moitié des chômeurs sont des jeunes. Près de 500 000. Et pour eux, le problème du choix du métier, de l'entreprise où on va aller, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de travail et cela, c'est intolérable. Mais est-ce qu'il y a alors... Dans la foulée, le jeune Sarko participe à un meeting gaulliste dans le sud de la France. Il va se faire remarquer par Jacques Chirac. Où Nicolas, au lieu de prendre la parole pendant 2 minutes, a parlé pendant 20 minutes et a enthousiasmé toute la salle. Ça l'a marqué. Il était Premier ministre, il a été convoqué chez le Premier ministre le lendemain. Qu'attendez-vous de Jacques Chirac? Écoutez, les jeunes attendent que Jacques Chirac soit le président de la République dont la France a besoin. Nicolas Sarkozy séduit, il a l'énergie de ceux qui n'ont pas eu l'assurance qu'une place leur serait réservée. En avril 1983, Achille Peretti, le maire de Neuilly, décède brutalement. Le conseil municipal doit élire un remplaçant. Pour conserver la ville, les gaullistes ont pensé à Charles Pasqua. À la manœuvre, Sarko et son copain Balkany. Très vite, le conseil municipal fait comprendre à Sarkozy que Pasqua, ancien représentant d'une grande marque de pastis, ne correspond pas vraiment à l'image qu'ils veulent donner de leur ville. N'écoutant que sa bonne étoile, Sarkozy passe outre et à 28 ans, il est élu maire de Neuilly. Pour la première fois, Nicolas Sarkozy a tué symboliquement l'un de ses pairs en politique. En 2001, Nicolas Sarkozy publie un livre, pose dans les journaux avec sa nouvelle épouse, Cécilia, et fait son grand retour dans les médias. Au printemps 2002, après la réélection de Jacques Chirac, il est nommé au ministère de l'Intérieur où il débarque avec Cécilia. Il ne va pas tarder à devenir le meilleur atout du gouvernement. Et le ministre ne va pas s'enliser. Très vite, il réunit 2000 commissaires de police à Paris et annonce le retour du tout répressif. Au fil des mois, Nicolas Sarkozy va remporter d'incontestables succès. Police et gendarmerie sont placés sous une autorité unique et mieux répartie sur le territoire. La sécurité routière devient enfin une priorité nationale. Yvan Colonna, l'homme soupçonné d'avoir assassiné le préfet Erignac, finit par être arrêté. La police française vient d'arrêter Yvan Colonna, l'assassin du préfet. Pendant quelques mois, Nicolas Sarkozy est omniprésent dans les journaux télévisés. Pour ses amis politiques, il a eu raison de communiquer comme il l'a fait. Il applique l'image subliminale, vous voyez? C'est quoi ça? Il faut que tous les jours, il y ait une carte postale qui parte. Il faut que tous les jours, il soit là. Une réponse? Et Nicolas Sarkozy va être là presque tous les jours. Cette technique, empruntée à l'industrie du marketing, tente de définir les goûts du consommateur pour vendre au mieux ses produits. La méthode est de plus en plus utilisée en politique, notamment par Nicolas Sarkozy. Je ne demande jamais un sondage. Sondage, beau miroir, qu'est-ce que je dois dire? Jamais. En revanche, j'essaye de regarder, après une émission, qu'est-ce que les gens ont compris, ont entendu de ce que j'ai dit. Vous, quand vous faites la grille de Canal+, vous faites des tests. Vous avez des mesures d'audience? Non, pas moi. Non, moi je fais un sujet parce que je juge qu'il doit être fait. Mais je ne sonde pas le public. Pardon, vous songez
vous sondrez, vous ou votre chaîne, l'indice de satisfaction des téléspectateurs sur l'émission et sur le travail que vous avez fait. D'ailleurs, vous n'êtes pas quelqu'un de nombriliste. Ça vous intéresse de savoir si le reportage que vous avez fait a passionné le téléspectateur ou au contraire, si ça lui est passé au-dessus. Oui, mais vous voyez... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais c'est un bon exemple parce qu'en télé, souvent l'inverse est fait. C'est-à-dire qu'on identifie d'abord les goûts du public, ça n'a jamais marché. Et ensuite on lui donne ce qu'on croit qu'il a envie qu'on lui donne. Ça n'a jamais marché. Mais est-ce que vous pensez qu'en politique c'est juste de faire Jamais. ça? Non. Jamais. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi ça ne peut pas marcher. Parce que les aspirations des Français sont contradictoires bien souvent. Nicolas Sarkozy donne donc l'impression d'apporter des solutions aux problèmes. Mais les règle-t-il vraiment? Prenons le centre de réfugiés de Sangatte, par exemple. En le faisant raser, le ministre a pris une mesure symbolique, mais il reste toujours des centaines de clandestins dans la région. En annonçant un charter de sans-papiers par semaine en juillet 2003, il a marqué l'opinion, mais ce qu'on sait moins, c'est que cette politique des charters s'est arrêtée au bout de quelques semaines, car paradoxalement, l'administration avait du mal à remplir les avions. Autre exemple, l'insécurité, un thème très présent dans les médias. Privilégiant la répression, le ministre va demander à ses troupes de faire du chiffre. Je vous soutiendrai de toutes mes forces, parce que votre tâche n'a sans doute jamais été aussi difficile. Encouragés par les discours musclés du ministre, certains policiers vont avoir un peu tendance à se croire tout permis. Témoignage d'Omar Baha, un jeune comédien français. Un soir de décembre 2002, il regarde le ministre de l'Intérieur à la télévision. Avec une stratégie. S'il y a une bavure, je vous garantis qu'elle sera sanctionnée avec une très grande sévérité. Quelques jours après cette promesse du ministre, Omar Baha tombe sur des policiers en train de matraquer un homme à terre près de la gare de l'Est, à Paris. Quand il leur parle des engagements de Nicolas Sarkozy à la télé, des policiers lui assènent un violent coup d'extincteur au visage et il se retrouve en garde à vue pendant 48 heures avec le nez cassé. Quand il veut porter plainte, Omar Baha se fait éconduire par l'IGS, la police des polices. Grâce à un avocat, il parvient finalement à saisir la justice. Quand l'affaire sort dans la presse, Nicolas Sarkozy suspend les 2 policiers mis en cause. Dans ce contexte tendu, Omar Baha reçoit à son domicile d'inquiétantes menaces téléphoniques. Et des coups de fil comme ça, Omar Baha en a reçu une douzaine. Je me souviens dans un métro, une personne de couleur. Omar Baha. Oui, enfin qui s'est fait casser le nez. Ouais. Bon. Lors d'une interpellation. Je me souviens très bien de ma réaction. Le rapport qui m'avait été donné disait que tout s'était bien passé. Et j'ai dit au responsable, mais pourquoi on se casse le nez comment? Il s'est cassé le nez tout seul, ce monsieur? Et c'est moi-même qui est suspendu. Suspendu, parce que moi, en tant que ministre, j'y étais pas, mais suspendu, en attendant qu'il y ait une preuve qui soit apportée. J'avais été choqué de cette affaire, il y en avait une autre. On l'a vu, Omar Baha, en fait, si vous voulez, oui. Dernièrement, donc si vous voulez, lui il est choqué parce qu'il dit, moi, ma justice m'a toujours pas été rendue, les policiers ont toujours pas été jugés, vous les avez suspendus, mais réintégrés au bout de 2 mois. Ah ben, suspendu, qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas ministre de la Justice, et je ne l'étais pas, et la justice, elle est dans la main des juges. On peut quand même pas dire, franchement, qu'en France, il n'y a pas de justice. Mais dans cette affaire, le ministre de l'Intérieur n'a pas toujours été très clair. Interpellé quelques mois après la bavure par Philippe Douste-Blazy, alors patron de l'UMP, il lui affirme dans une lettre qu'Omar Baha est poursuivi par la police pour incitation à l'émeute. En réalité, cette infraction n'existe pas en droit français. Du coup, la justice a dû annuler toute la procédure 3 mois auparavant, ce que le ministère de l'Intérieur ne pouvait ignorer. Autre déni de l'affaire Baha, en novembre 2003, à la télévision. J'ajoute que depuis 19 mois, il n'y a pas eu une seule bavure. Mais le combat déterminant de Nicolas Sarkozy, ce fut la baisse des statistiques de la délinquance. Dès les premières semaines, il met une grosse pression sur les forces de l'ordre. Il faut multiplier les arrestations et que cela se voit. À force d'exiger de bonnes statistiques, le ministre finit par les obtenir. Depuis, il triomphe dans les médias.
Elle a reculé, la délinquance, en 2002, en 2003 et en 2004. Alors, peut-être que j'y suis pour rien. Mais alors, dans ce cas-là, il faut toucher ma bosse dans le dos. Parce que dans ce cas-là, c'est de la chance. Et vous savez, la baraka, ça fait partie de la bonne gestion. Mais pour les opposants politiques de l'ancien ministre de l'Intérieur, la pression qu'il a mise sur les préfets a pu fausser la donne. Il est convoqué en disant ça va pas. Donc le préfet il repartait chez lui, il appelait son directeur de la police en disant écoutez le mois prochain essayez d'avoir des bons chiffres quoi. Début 2003, Sarkozy va mettre lui-même la pression sur les policiers de Toulouse. Le travail de prévention que vous faites est très utile. Mais vous n'êtes pas des travailleurs sociaux. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais c'est pas la mission première de la police. La mission première de la police, l'investigation, l'interpellation, la lutte contre la délinquance. Quand je regarde les chiffres de 2001, 2002 ça me donne mal à la tête, mais en 2001... Et à force de montrer du bleu partout, Nicolas Sarkozy va séduire l'extrême droite. En mai 2004, une étude affirme même qu'il est très populaire dans l'électorat du Front National. À gauche, en revanche, il inquiète. Certains dénoncent la pression qu'il fait subir aux prostituées, d'autres le caricaturent avec un flashball. Sarkozy flaire le danger. La double peine, une réglementation particulièrement cruelle qui veut qu'après une peine de prison, certains délinquants de nationalité étrangère soient expulsés vers un pays d'origine dont ils ne parlent souvent même pas la langue. Interpellé sur la question en mars 2003 par des personnalités comme le réalisateur Bertrand Tavernier, Nicolas Sarkozy accepte une réforme, mais il prévient qu'il aura du mal à convaincre son camp. Moi, je vais me retrouver au Parlement. Je voudrais rappeler quand même ça. Je vais avoir à convaincre une majorité. En juillet 2003, dans le cadre d'une loi très sévère sur l'immigration, le ministre de l'Intérieur parvient à faire voter par l'ensemble de la classe politique une réforme symbolique de la double peine, réforme que la gauche n'avait pas osé entreprendre. Cher Jean-Pierre, c'est ce qui m'a conduit à te proposer d'abolir la double peine. Elle était injuste et les socialistes n'avaient pas osé la réformer parce qu'ils avaient peur du peuple. Il fallait la supprimer. Je l'ai supprimée. J'étais pour la double peine et je l'ai supprimée. Bon, parce que j'ai réfléchi. Voilà. Et pourtant, sur le terrain, la double peine n'a toujours pas été supprimée. Les termes de la loi sont si contraignants qu'elle est quasiment inapplicable. Nicolas Sarkozy est devenu ministre de l'économie. Il se concocte un petit voyage aux États-Unis où il est suivi par une équipe de France 2. Là, d'un coup d'œil, Sarkozy vérifie que notre équipe est bien passée au travers des contrôles du département d'État. Car l'administration américaine ne tenait pas à ce que cette poignée de main soit filmée. French journalist called me Sarkozy the American. Ce que Nicolas Sarkozy admire dans le modèle américain, c'est l'économie, l'énergie et la croissance, mais aussi un droit du travail plus flexible, plus favorable aux chefs d'entreprise. Une économie qui crée plus d'emplois, mais des emplois plus fragiles, plus précaires. Nous avons 2 fois plus de chômeurs que les Anglais, les Américains, les Australiens et quelques autres. Qui ont plus de pauvres en revanche, puisqu'il y a le phénomène des working poor. Honnêtement, d'abord, vous avez raison, c'est pas le paradis non plus. En matière de pauvres, on n'a aucune leçon à donner aux autres. Moi, j'aimerais bien qu'on arrête de dire le modèle social français. Le modèle social français, hélas, il est en panne lorsqu'on voit qu'il y a 1 200 000 RMistes, dont la moitié sont au RMI depuis plus de 2 ans, plus de 3 ans. Il n'y a vraiment pas de quoi donner des leçons aux autres. De l'Amérique, Sarkozy apprécie aussi la liberté religieuse. Il va s'en inspirer. Conscient que l'islam représente la 2e religion de France, il aide les musulmans à se doter d'une instance représentative. Porte-parole d'un courant fondamentaliste assez critiqué, Fouad Alaoui rend volontiers hommage à son ami Nicolas. Moi, je considère qu'il est extraordinaire. C'est-à-dire, comment il vous parle de dire que je suis convaincu que l'islam a toute sa place dans la République. Ça rejoint pleinement ce que je pense. C'est-à-dire la religion, elle est importante pour les sociétés. Pour ce militant antiraciste, Sarkozy a surtout compris qu'en 2007, le vote musulman aura du poids. Très bien. Entre 6 et 8 millions, on ne serait pas loin de la réalité. Et ce nombre, ce sont aussi des gens qui votent.
Et aujourd'hui, ce potentiel, ce mec-là, il va pouvoir défaire des maires, des députés et même un prince. Et derrière l'islam, Nicolas Sarkozy n'aurait-il pas aussi tendu la main à la scientologie? Qu'est-ce que vous faites là-haut, hein? Le 30 août 2004, souvenez-vous, il reçoit Tom Cruise en grande pompe à Bercy. Star d'Hollywood, Tom Cruise est aussi l'un des plus célèbres ambassadeurs de l'église de Scientologie. Religion aux États-Unis, ce mouvement, basé sur un concept douteux, la dianétique, est considéré en France comme une secte. Vous êtes sur le seuil d'une aventure à la découverte de vous-même grâce à la dianétique. Le soir de son passage à Bercy, Tom Cruise a les honneurs du 20h de TF1. Vous avez vu cet après-midi Nicolas Sarkozy, c'est à votre demande, c'est à la sienne. Dans ses archives, un document de 1969 qui recense les objectifs secrets de la scientologie. Alors, déjà, vous avez ici dépopularisé l'ennemi jusqu'au point de l'effacer totalement. Et puis vous avez des choses telles que la cible 3, prendre le contrôle ou obtenir l'allégeance des personnalités politiques clés. Alors, qui est M. Sarkozy, sinon une personnalité politique clé? Eh bien, c'est ce que fait la Sciento, ou ce qu'a tenté déjà la Sciento, mais même avant Sarkozy, bien entendu. Il n'y a pas que avec lui. Il y a eu des sénateurs qui ont failli se faire avoir, différentes personnes. Quand Nicolas Sarkozy était à l'intérieur, le ministère avait déjà cédé à certaines pressions de la scientologie. Exemple. En 2002, la secte lance une campagne de déstabilisation contre Yves Bertrand, le patron des renseignements généraux, considéré comme hostile au mouvement. Pour libéraliser le statut de la scientologie, par exemple, de la sortir de la liste des sectes et en faire... J'arrive pas à me faire une idée très précise. Parce que vous avez envoyé une lettre à Daniel Gounod, je crois, pour dire, écoutez, c'est plus notre priorité, on va arrêter de... Écoutez, ma priorité, c'était les violeurs, les voyous, les braqueurs, les terroristes. Ils ont le droit de vivre, l'église de Scientologie. Non, je connais pas assez pour ça, mais j'ai clairement voulu réorienter les renseignements généraux vers autre chose que le renseignement syndical, politique. Non, les sectes, non, mais l'autre fou du monde à Rome. Pardon, je sais pas si impensable que la République se prive d'un grand spécialiste extrêmement compétent et en plus de ça, qui est aussi proche du droit que peut l'être Palisson. Ça, c'est une évidence que ça devrait pas arriver, quoi. C'est notamment dû à son extraordinaire talent de communicant, un talent qui était apparu au grand jour en mai 93 avec l'affaire de la maternelle de Neuilly. Cette année-là, un certain Eric Schmitt prend en otage une trentaine d'enfants à Neuilly. Muni d'explosifs, il menace de faire sauter la classe. Ministre du budget et maire de la commune, Nicolas Sarkozy se précipite sur place, participe aux négociations et sauve héroïquement des enfants. Décryptage sarcastique du procureur de la République qui était présent sur place. Nicolas Sarkozy se met en scène et va tenter d'embobiner le preneur d'otages. Se rendant compte que le ministre bluffe, celui-ci rompt les négociations. Du coup, Charles Pasqua écarte Nicolas Sarkozy de l'opération. Mais dans cette affaire, l'opinion ne retiendra que le courage physique dont a fait preuve le ministre du Budget. En septembre 93, il fait son entrée au prestigieux baromètre Sofres, Figaro Magazine. En 2002, le ministre de l'Intérieur se met en scène dans Paris Match et la photo rappelle un souvenir. Celui de John Kennedy, photographié avec son fils dans son bureau de la Maison-Blanche en 1963. Mais le meilleur atout de Nicolas Sarkozy, c'est peut-être les liens d'amitié qu'il a su établir au fil des années avec Martin Bouygues, patron du premier groupe de BTP français et propriétaire de TF1. Martin Bouygues est un de mes meilleurs amis, je l'aime énormément, nous nous connaissons depuis le début des années 80, c'est le père de Martin qui nous a présentés, il est même le parrain de mon fils, et j'ai été son avocat lors du raid des Bolloré contre lui. Une amitié quasi familiale avec le propriétaire de TF1, dont il fut l'avocat. Des relations privilégiées avec les journalistes qui comptent. En 20 ans, Nicolas Sarkozy a su tisser de solides réseaux d'influence. Pour certains, il est même devenu un peu trop puissant. Certes, la loi permet à Nicolas Sarkozy de mettre son nom sur sa plaque d'avocat,
mais elle ne l'y oblige pas. C'est un choix qu'il a fait, et ce choix impressionne régulièrement les adversaires de son cabinet d'avocats. L'histoire commence en 2003, dans le département des Hauts-de-Seine. À l'époque, ce n'est pas encore Nicolas Sarkozy, mais Charles Pasqua qui préside le Conseil général. Parmi ses projets, développer la vidéosurveillance dans les collèges. La vidéosurveillance, on a fait des essais, on va la généraliser dans tous les collèges. Un appel d'offres est alors lancé. Compétent et pas cher, le petit chef d'entreprise Philippe Schwartz s'apprête à remporter le marché. Il est alors approché courtoisement par un concurrent qui veut être associé à son projet. Petit détail, ce concurrent, VisioWave, a TF1 pour actionnaire majoritaire. Quelques semaines plus tard, c'est la petite entreprise de Philippe Schwartz qui remporte bel et bien le marché. Étrangement, la filiale de TF1 saute de joie. Elle annonce qu'elle va en informer aussitôt Patrick Lelay, le patron de TF1, chaîne du groupe Bouygues. Ce qui est certain, en revanche, c'est que quelques mois après cette fameuse réunion, Nicolas Sarkozy remplace Charles Pasqua à la tête des Hauts-de-Seine. Et là, il annule le marché attribué à Philippe Schwartz, alors que celui-ci n'a commis aucune faute. S'agit-il d'une coïncidence? Le Conseil général a-t-il accédé à des sollicitations de la filiale de TF1? Rien ne le prouve. Selon Nicolas Sarkozy, il s'agissait d'un changement de politique. J'ai considéré que l'idée de mettre des caméras vidéosurveillance pour surveiller la totalité des collèges du département n'était pas une bonne idée. Pourtant, un an auparavant, voilà ce que Nicolas Sarkozy déclarait à propos de la vidéosurveillance. Je ne vois pas en quoi et qui peut penser que mettre des vidéos à un certain nombre d'endroits, ça soit un élément d'une société dictatoriale. Au cours de notre interview, Nicolas Sarkozy finit par reconnaître que s'il a annulé le marché accordé à Philippe Schwartz, c'est notamment parce que la taille de ces sociétés lui posait problème. Il ne me semblait pas que les entreprises qui avaient remporté le marché avaient une surface suffisante pour assumer un tel marché. Elles avaient pourtant la taille requise, cela avait été vérifié par le Conseil général, mais Nicolas Sarkozy a préféré ne pas en tenir compte. Et je pense qu'une société de 3 ou 4 personnes ne peut pas prendre un marché de cette ampleur. Et pourtant, le Conseil général avait choisi. Eh bien, je l'ai annulé. Un fils d'immigré aristocrate qui aimerait bien devenir président, un ministre de l'Intérieur au bilan un peu idéalisé, un avocat d'affaires qui a su devenir l'ami de grands chefs d'entreprise. Nul doute que d'ici à 2007, Nicolas Sarkozy mobilisera tous ses soutiens pour accéder à l'Élysée.